Bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut devenir PM sur des sujets data ou IA sans forcément avoir un bagage technique. Donc, je suis Capucine. Aujourd'hui, je suis lead product manager chez Back Market sur les sujets data. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les équipes, data de Back Market, on va adresser toute la chaîne de valeur de la data. Donc du moment où la donnée est produite, jusqu'au moment où, la donnée va être utilisée. Et si aujourd'hui, les utilisations qu'on pouvait faire de la data, chez Back Market ou en tout cas dans nos équipes data, étaient très centrées sur la partie, analytique, aujourd'hui, on a évidemment chez Back Market pris le virage de l'IA, comme beaucoup d'autres entreprises et on l'a structuré en 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on a appelé nous AI at work, c'est comment est-ce qu'on améliore notre efficacité opérationnelle, à travers des outils, d'AI. Et donc ça fait vraiment pleinement partie du périmètre des équipes data. Et de l'autre côté, on va avoir le AI in product. C'est comment est-ce qu'on offre des features orientées AI à nos utilisateurs. Et ça, pour le coup, c'est la responsabilité de chacune des feature teams de se monter en compétence sur ces sujets IA. Du coup, ça fait pas pleinement partie de notre périmètre. Néanmoins, c'est quand même quelque chose sur lequel on va aider aujourd'hui. Et du coup, pourquoi sans bagage technique? Moi, de mon côté, ça fait 10 ans que je fais du produit, ça fait 7 ans, que j'ai pris le virage, de la data, et de l'IA, avec un background à l'origine plutôt d'une école de commerce et donc pas forcément, très, technique. Et sur ces 7 dernières années où j'ai fait, de la data et de l'IA, j'ai beaucoup entendu les PM me dire que finalement la data, c'était un sujet très technique, que ça faisait pas vraiment partie de leur périmètre et cetera. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une position qui devient de plus en plus difficile à tenir considérant les évolutions du marché, à la fois parce qu'on intègre de plus en plus d'IA dans, nos produits et aussi parce que nos pratiques évoluent, avec l'IA. Du coup, c'est pour ça que ça me paraît important, de prendre la parole, aujourd'hui. Et du coup, s'il fallait vraiment achever de vous convaincre, je me suis amusée à regarder quelques chiffres, en préparant cette conférence et j'ai vu notamment qu'il y avait à peu près une fiche, de recrutement sur 2 qui demande à avoir de près ou de loin des compétences IA. Si vous vous intéressez plus à l'univers des startups, il y a un grand incubateur de startups qui s'appelle le Y Combinator, qui a notamment vu, naître des startups comme Airbnb, Reddit, GitLab, qui reporte qu'aujourd'hui, à peu près 70 de sa promotion, de start-up est basée sur de l'IA et c'était 15 en 2020, donc il y a juste 5 ans. Et enfin, si vous êtes plutôt côté grandes entreprises, il y a, McKinsey qui nous a délivré une super étude, autour de l'IA et de comment est-ce que ça disrupte le marché et qui nous dit que, 80 des entreprises déclarent vouloir s'adapter à l'IA pour pouvoir rester économiquement viables. Donc globalement, si on partage ce constat que c'est quelque chose, de très important, on peut faire juste un petit point, théorique, parce que vous avez peut-être remarqué que je parle de façon relativement indistincte entre data, IA et cetera. C'est parce qu'il y a une forme de continuum entre la data et l'IA. Sans data, il n'y a pas d'IA. Et une image que j'aime bien utiliser pour pouvoir expliquer ça, c'est l'iceberg de la data. Ce qu'on voit dans la face émergée de l'iceberg, c'est plutôt les utilisations finales de la data. Donc ça va être l'analytics, le dashboarding, les algorithmes, tout type d'algorithmes, les LLM, ChatGPT et compagnie. Et donc ça, c'est ce qu'on voit facilement quand on parle de data et d'IA. Néanmoins, tout ça ne peut pas exister sans la base qui est, elle, moins visible, mais néanmoins bien plus grande, qui est globalement composée de plein d'étapes qui vont être le nettoyage, le fait de s'assurer que la donnée elle est de bonne qualité, le fait qu'elle soit correctement stockée, le fait qu'elle soit conforme aux réglementations, etc., etc. Et finalement, en fait, ce qu'on aime bien dire en data, c'est garbage in, garbage out. Si vous n'avez pas un socle qui est suffisamment robuste, donc une qualité de données qui est correcte, le nettoyage qui a correctement été fait, et cetera, votre algorithme, votre dashboard, ils seront forcément pas bons. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans le détail de, ce que signifie, chacune des briques, qu'il peut y avoir sur cet iceberg. Donc je vous propose que pour le moment,
on en reste là. D'autant plus que finalement, les conseils que je vais vous donner sont des conseils très pratiques sur comment passer le cap sans bagage technique et ils sont relativement communs aux différents aspects de la data. Et donc, on peut se passer directement à la partie plus concrète de ce talk, qui est comment est-ce qu'on peut construire son background en data ou en IA quand on n'est pas soi-même technique. La bonne nouvelle, c'est que quand on recrute un product manager data, on recrute un PM avant tout. Donc, vous avez déjà fait 50% du chemin si vous êtes PM. Aujourd'hui, ce qu'on veut quand on recrute un PM, c'est quelqu'un qui est capable de transformer un produit de quelque chose de techniquement faisable à quelque chose de vraiment utilisé, utilisable, viable, etc. Donc ça, c'est 50% du chemin, mais il reste évidemment 50% à faire. Et ces 50%, j'ai 5 conseils pratiques à vous donner sur comment faire pour essayer de combler ce manque. Le premier que je voudrais vous donner, c'est d'apprendre à parler la langue de la data. En data, on va avoir un vocabulaire qui nous est très spécifique. Donc, que ce soit sur les rôles, que ce soit sur les méthodes, que ce soit sur les données en elles-mêmes, on a une langue qui est très spécifique. Et si vous voulez pouvoir rester pertinent et rester concret dans cet écosystème, vous êtes obligé à un moment donné d'apprendre à parler cette langue. Il y a un petit bonus aussi, et c'est pas obligatoire au départ, mais d'apprendre quelques hard skills data, type apprendre à faire une requête SQL, apprendre à créer un dashboard, etc. Ça permet aussi de mettre un peu de concret face à ces apprentissages. Et juste pour vous donner une idée en termes de temps, le dernier recrutement que j'ai fait dans mon équipe il y a 1 an est arrivé, c'était un super PM qui ne connaissait rien à la data. En 2 mois, il avait acquis un vernis suffisant pour pouvoir être pertinent sur les sujets data. Ça ne veut pas dire qu'il apprend plus aujourd'hui, ça veut juste dire qu'en 2 mois d'efforts d'apprentissage, il a réussi à vraiment être pertinent. Et du coup, en pratique, comment on fait pour apprendre à parler la langue de la data? Pour moi, il y a vraiment 3 points clés. Le premier, c'est de questionner son équipe. Globalement, de mon expérience, j'ai jamais vu un tech ne pas être hyper content de me raconter comment fonctionne une pipeline ou comment fonctionnent des tests. Globalement, ils aiment partager et ça, c'est pour moi le premier point d'entrée. Le deuxième, il paraît assez évident, c'est faire de la veille. Et surtout, dans le faire de la veille, ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas se laisser impressionner par les sujets techniques. N'importe quelle conf technique, newsletter technique, commence toujours par du contexte qui est compréhensible par quelqu'un qui n'a pas de background technique. Et au fur et à mesure, vous verrez probablement une forme d'amélioration et vous arriverez à comprendre de mieux en mieux et de plus en plus loin dans cette fameuse newsletter ou dans cette fameuse conférence. Je vous ai mis quelques ressources là, si jamais vous en cherchez. C'est globalement celles que j'aime ou regarder moi-même ou conseiller aux autres. Et enfin, le dernier point, pour apprendre à parler la langue de la data, moi, ce que j'aime bien, c'est le eat your own dog food. C'est une fois que vous avez questionné votre équipe et fait un peu de veille et avez un petit vernis, essayez de vous challenger vous-même sur ces sujets data. De construire un petit dashboard, d'aller faire une petite analyse, d'aller construire une query tout seul, etc. Ça vous permet de mettre du concret derrière et ça vous permet aussi de gagner en crédibilité parce que du coup, vous avez utilisé finalement vos propres outils. Tout ça, ça vous permet du coup de construire vos convictions et potentiellement, et je vous ai mis un petit screenshot de la mienne, de construire votre propre base de connaissances. Globalement, vous pouvez la faire individuelle ou vous pouvez la faire collaborative, mais je trouve que c'est important de capitaliser sur toutes ces choses qu'on peut lire un peu à droite à gauche. Là, dans les fiches d'apprentissage que je vous ai mis, vous avez des ressources très variées, de l'ultra basique, des workshops qui sont un petit peu plus avancés, etc. Et globalement, ça, c'est de la référence à laquelle, personnellement, je revenais en tout cas beaucoup au début de mon apprentissage. Le deuxième conseil que je voudrais vous donner, il est toujours tourné un peu vers justement la façon de fonctionner avec son équipe et de correctement scoper et travailler en tant que PM dans une équipe data. On part du principe donc que vous parlez la langue de la data et donc le deuxième conseil, c'est d'apprendre à poser les questions qui comptent.
En data, on a beaucoup d'incertitudes. En data, même c'est pas parce qu'on a de la donnée que forcément notre algorithme va fonctionner. C'est pas parce que, on a, un outil de dashboarding qu'on va vraiment être capable de faire ce fameux dashboard. Du coup, il faut en data avoir une méthode pour pouvoir pallier à l'incertitude qu'il peut y avoir. Et pour ça, 2 conseils pratiques. Le premier, c'est quoi qu'il arrive, vous allez toujours vous poser des questions qui sont relativement similaires, dans tous les sujets data. Je vous ai mis une checklist qui est fictive là, mais globalement, vous allez toujours vous poser la question de savoir quelle profondeur d'historique j'ai dans ma donnée, à quel point c'est rafraîchi, est-ce que mes données, elles sont propres, d'où est-ce qu'elles arrivent, et cetera, et cetera. Et donc en fait, vous construire votre propre checklist de questions adaptées à votre contexte, ça vous permet derrière de pouvoir, avoir, vraiment votre référentiel et de plus vous poser la question à chaque, discovery. Le deuxième point pratique, c'est de faire de la place à l'exploration. Ça peut être valide aussi, hein, dans d'autres domaines que la data, mais globalement en data, ce qu'on va essayer de faire, c'est après la discovery, si c'est nécessaire, faire de la place à ce qu'on appelle l'exploration. L'exploration, c'est donc une étape après le discovery. Je sais que j'ai ma donnée, je sais que a priori elle est propre, mais est-ce que je vais vraiment réussir à atteindre mon objectif business en utilisant ces données-là? Et pour pouvoir le faire, il y a 3 choses qui sont extrêmement importantes. D'une part, il faut provisionner l'exploration. Il ne faut pas partir dans tous les sens. Une exploration, elle dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours si vous voulez, mais il faut qu'elle soit cadrée dans le temps. Et si on doit déborder, il faut que ce soit une décision collégiale de l'équipe pour dire: «On continue à avancer». L'anti-pattern, c'est le data scientist qui fait, son exploration pendant 3 semaines et qui revient en disant: «En fait, j'ai rien trouvé». Ensuite, et le rôle du PM est vraiment là-dedans, c'est cadrer cette exploration. On a un objectif business quand on cherche, à faire, une exploration. On a, tout un tas de choses qui nous sont connues, tout un tas de choses qui ne nous sont pas connues, et donc ça, c'est vraiment le rôle du PM de définir tous ces éléments et de bien le cadrer. Et enfin, le dernier point, c'est de s'assurer qu'on documente. Que ce soit un succès ou que ce soit un échec, il faut documenter. Pour un, si c'est un succès, prendre une décision qui soit éclairée et qui soit correctement documentée. Et si c'est un échec, qu'on reparte pas 6 mois plus tard sur la même exploration, ça s'est déjà vu, et qu'on reparte plutôt de ce document où on se dit, OK, on avait déjà posé ces informations-là. Donc exploration, potentiellement très importante, potentiellement on n'en a pas besoin, hein, même en data, mais c'est quand même un sujet, qui revient très souvent. Mon troisième conseil, là, d'un coup, il s'adresse plus tellement à votre équipe et à votre façon de fonctionner en équipe, mais plus à votre écosystème. Vous avez besoin d'avoir le soutien de votre écosystème pour pouvoir avancer correctement en data, mais comme dans tous les autres sujets d'ailleurs. Et donc, il faut apprendre à vulgariser. La data, c'est pas un sujet qui est, intuitif, ou en tout cas, au moins certaines étapes ne le sont pas. Et donc globalement, en quoi ça consiste le fait de vulgariser? C'est de rendre visible l'invisible. C'est l'iceberg, le fameux iceberg de la data. Tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison, il faut que ce soit visible, pour les personnes qui sont, avec vous. Donc comment on fait pour rendre visible cet invisible? Bah, vous pouvez utiliser des images, donc l'iceberg de la data pour des gens qui connaissent un petit peu la data, globalement c'est une image qui marche bien. Vous pouvez mettre des métriques aussi sur cet iceberg de la donnée. Vous pouvez dire, ma qualité, je sais qu'il y a telle et telle métrique, autour. Mon stockage, je sais que j'ai telle et telle métrique autour, et cetera, pour montrer que finalement, vous avez une progression, dans ces différentes étapes. Une image que nous, on aime bien utiliser chez Back Market, notamment auprès de publics qui connaissent pas beaucoup la data, c'est l'image de la nourriture. Globalement, ça parle à tout le monde. Quand on veut manger un bon plat, et ben en fait, on est obligé d'aller récolter des fruits, puis après de les nettoyer, puis après de les préparer, et après l'assiette arrive. Et puis après, potentiellement, une fois que l'assiette est arrivée, bah, peut-être qu'il y a du travail aussi à faire après. Donc globalement, nous, on fait souvent des parallèles avec ça pour essayer de faire comprendre que c'est vraiment un process, la data, et que c'est pas juste quelque chose de magique, plug and play, je mets quelque chose et ça fonctionne tout seul. Après, un autre conseil, là, je vous ai pas mis de screenshot parce que pour le coup, c'est plus compliqué de partager ces éléments-là, mais partagez votre vision. Chez Back Market, on a une vision de la data. Cette vision, elle est rafraîchie tous les ans pour faire face à toutes les évolutions technologiques qu'il peut y avoir sur le monde de la data, parce que c'est un monde qui évolue quand même très rapidement. Mais aussi,
Parce que du coup, c'est quelque chose qui nous permet de partager à notre écosystème où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc, quelle est notre cible finale, quelle est la partie émergée de l'iceberg qu'on a envie d'atteindre aujourd'hui, et en même temps, rappeler toutes les étapes qui sont nécessaires pour pouvoir le faire. Et du coup, ces 2 éléments-là, globalement, nous permettent, de pouvoir avancer sereinement, chez Back Market. 4e conseil qui est toujours aussi tourné plutôt vers, l'écosystème, c'est apprendre à relier la data à de la valeur. Globalement, ça paraît assez évident, surtout quand on arrive du monde du product management, on a envie de savoir, quelle est la valeur de ce que je délivre et cetera. Mais en data, parfois, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et il faut arriver à rester un apport de valeur et non un centre de coût. Je m'explique. Globalement, la façon dont les entreprises regardent, leur performance, ça peut être évidemment à travers d'autres prismes, mais un des gros prismes, c'est le P&L, profit and loss. J'ai mes profits, j'ai mes pertes et je sais globalement, comment est-ce que se structure, la partie financière de mon entreprise. Sur la partie profit, si on essaye de refaire un parallèle avec, plutôt le monde de la tech et de la data, finalement, ça peut être une feature. Globalement, ma feature, elle vise à améliorer la conversion, à augmenter le panier moyen, faire en sorte qu'il y ait un taux de churn qui soit plus bas, et cetera, et cetera. Moi, à mon sens, peut-être que ça ne l'est pas pour vous, mais à mon sens, ça me paraît être des choses qui sont plus, intuitives. En revanche, quand on est sur des sujets de data et notamment sur toute la partie immergée de l'iceberg, en fait, finalement, on peut s'adresser à des sujets feature et donc améliorer telle ou telle chose, mais on s'adresse aussi très souvent à des sujets plateformes. Et les sujets plateformes, c'est toujours plus compliqué de prouver leur valeur. Et donc, ce qui moi, m'a paru très utile, c'est d'arriver à comprendre comment se structurer la partie loss sur ce que nous, on était en train de faire. Donc, par exemple, comprendre nos coûts, notre structure de coûts, combien coûte une requête, combien vient coûter telle ou telle technologie, combien ça coûte de faire ce LLM, etc. Évidemment, nous, à Back Market aussi, vu qu'on a quand même un gros prisme environnemental dans les losses, on va parler aussi de l'empreinte carbone et de comment est-ce qu'on impacte l'environnement. Et globalement, quand on construit cette connaissance, on est capable de montrer par des chiffres et par de la valeur en quoi est-ce que ces éléments immergés de l'iceberg apportent de la valeur à l'entreprise. On pourrait aussi prendre un autre prisme, qui est le prisme métrique tech versus métrique métier. Les métriques tech en data, elles existent, enfin, il y en a plein qui sont documentées et elles sont très séduisantes. Je vous en ai mis quelques-unes, la recall, précision, accuracy, c'est plutôt des métriques de machine learning ou de produits qui font de l'analyse visuelle. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que finalement, quand vous développez un produit data, vous avez un vrai objectif métier derrière. Je vous donne un exemple d'une expérience passée par rapport à Back Markets. On avait un produit justement qui faisait de la reconnaissance visuelle, qui avait un très bon recall, très bonne précision, très bonne accuracy, et on était en train de vraiment essayer améliorer ces métriques-là à fond. Mais on n'avait pas tellement regardé l'adoption. Et finalement, on regarde l'adoption de notre produit et on se rend compte que les utilisateurs, ils n'utilisent pas tellement ce qu'on leur a fourni. Et en fait, finalement, en changeant de prisme, en essayant de regarder plutôt une métrique métier, de trouver une métrique métier qui a du sens, on a dégradé notre recall, précision, accuracy, mais finalement, on a amélioré notre adoption par les utilisateurs et, in fine, du coup, la valeur qu'on apporte. Un bon exemple dans tout ça et qui est plutôt quelque chose de, je pense, qui va arriver, c'est comment est-ce qu'on évalue les use cases déterministes à l'ère des LLM. Un use case déterministe, c'est blanc ou c'est noir. J'ai tort ou j'ai raison. Et les LLM sont pas forcément très, très bons là-dedans. Par exemple, un cas d'usage déterministe, ça pourrait être de brancher un LLM à votre base de données et de lui dire: «Dis-moi quel est mon chiffre d'affaires de 2023». Il a tort ou il a raison globalement sur cette question. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de cadre pour évaluer les LLM sur ces sujets-là. Les LLM, on va les évaluer plutôt techniquement, quel est le nombre de tokens, combien de temps ça a pris, etc. Et du coup, il y a un vrai sujet autour de ça que nous, chez Back Market, on est en train d'essayer d'adresser, mais qui n'est pas si évident parce que pas tellement documenté au vu de la récence des LLM. Dernier conseil, avant de clôturer, c'est d'apprendre les règles du jeu. C'est pas forcément un must dès le départ, mais ça va vite le devenir au fur et à mesure que vous prenez en compétence et en responsabilité sur les sujets data.
Donc globalement, c'est d'arriver à maîtriser les différentes réglementations parce qu'il y en a beaucoup autour de la gestion de la donnée. Donc évidemment, il y a le RGPD, mais il y a aussi plein d'équivalents locaux. Globalement, petit tips, si vous appliquez le RGPD, c'est de façon générale le plus restrictif, donc vous êtes à peu près bon sur les autres zones, géographiques. Mais aussi quelque chose qui émerge à nouveau, c'est la responsabilité du PM sur les sujets d'IA. De la même manière qu'on a garbage in, garbage out, on va avoir bias in, bias out. C'est-à-dire que si vous donnez à votre intelligence artificielle qui n'a d'intelligence que le nom, si vous lui donnez un dataset qui est biaisé, par exemple, vous créez un algorithme qui va vous aider à choisir des CV, par exemple, en recrutement. Si vous lui donnez qu'une seule école, même si vous regardiez en réalité d'autres critères que l'école, il va considérer que c'est cette école que vous voulez voir dans vos recrutements et donc il va biaiser, sa façon d'agir et là, je vous donne un exemple assez simple. Nous, chez Back Market, on en a peu parce que finalement, quand on est une marketplace, c'est moins impactant quand on a des IA qui peuvent être, biaisées. Mais, on a vu, dans l'actualité des cas d'IA qui s'étaient avérés racistes, sexistes, et cetera et évidemment, pour moi, le PM dans cet écosystème et sur ces sujets-là, a une vraie responsabilité sociétale de faire en sorte que l'IA qu'il est en train de sortir ne soit pas le reflet des biais, de la data parce que, il faut pas qu'elle soit biaisée à la fin, il faut qu'elle soit, le plus neutre possible, si effectivement c'est vraiment votre but. Un deuxième sujet aussi, sur lesquels les PM ont énormément de responsabilités. Aujourd'hui, on voit que, tout le monde a envie de faire de l'IA est partout, mais en fait l'IA, c'est pas toujours la solution. Il faut avoir un esprit, je trouve, très critique, en tant que PM pour pouvoir dire, bah, en fait, finalement, là, le cas d'usage qu'on essaye de résoudre ne nécessite pas, de l'IA, mais nécessite plutôt quelque chose de plus classique qui est moins consommateur en ressources. Parce que l'IA, il faut pas l'oublier, c'est quand même, un sujet, environnemental fort et donc il faut s'assurer que quand on utilise de l'IA, c'est vraiment à bon escient. C'était tout pour moi.